Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Zach Actu Politique. Ouais, maintenant j'y arrive trop bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher des commentaires, à activer la petite cloche. À ce qui paraît, il faut dire ça. Donc, je le dis. Aujourd'hui, nous allons traiter de deux sujets. Le premier sujet, c'est le clash entre Ruffin et Mélenchon sur la façon de faire de la gauche. On va voir ça. Et le deuxième sujet, c'est le coup de gueule de Dominique de Villepin sur la situation à Gaza et notamment sur le traitement médiatique de la presse française. Donc pour le premier sujet, on va revenir sur l'intervention de François Ruffin, invité de BFM TV ce matin, et qui revient sur la façon de faire. Il a écrit un livre, Ma France en entier, pas à moitié. Donc il revient sur la façon de faire, notamment lors des campagnes de la France insoumise. Voilà, et après on va réagir par rapport à cette vidéo. En réalité, puisque vous dites, nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. C'est la campagne de 2022. Mais il vous a été reproché la même chose avec des tracts, parfois avec Jean-Luc Mélenchon, d'autres fois. Je le dis, oui. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient, mais on fait la même chose. Et nous retrouvons à la... Mais si c'est une honte, pourquoi tu l'as fait? J'étais obligé J'étais obligé. Je vous laisse regarder l'Assemblée la fin, là. nationale. 10 secondes. Le récit est venu de tous les députés de 2 campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers qui était bien différente de la campagne menée dans les Et pavillons. d'ailleurs, Jean-Luc, et j'ai repris vos mots. Donc en fait, il dit qu'il avait honte de mener une campagne où il y a une affiche de Mélenchon. Quand il va dans les quartiers, il montre la tête de Mélenchon. Et quand il va pas dans les quartiers, quand il est plus dans des milieux ruraux, il montre pas la tête de Mélenchon pour avoir honte. Mais premièrement, personne t'a demandé de le faire. C'est toi qui l'as fait. C'est ta décision. C'est tes tracts. Pourquoi, pourquoi critiquer en fait la France insoumise en disant oui, il y a des mais c'est toi qui as mené en fait CSC CSC. Donc voilà, moi par ce discours et notamment il l'a écrit donc c'était dans son livre. Moi je pense que avec des discours pareils, il valide les thèses de l'extrême droite quand il parle d'ethnisation de la société française et et par ces différents slogans, la France en entier, pas à moitié, la France des tours et des bourgs, tu sais, franchement, même si il dit dans son discours, ouais, je veux faire en sorte, en fait, juste quand tu dis des tours et des bourgs, tu vois, tu les stigmatises et tu les mets dos à dos. La France des quartiers et des clochers, tu vois, enfin, peut-être que c'est bienveillant, peut-être que ça part d'une bonne intention, mais en le disant à chaque fois en opposition, eh ben, ça rentre dans les têtes comme une opposition, et c'est des thèses d'extrême droite. Voilà. Et il y a un autre slogan. Il est pas bon en slogan, il devrait, tu vois, ça se trouve, c'est lui qui a sorti le Carglass répare, Carglass remplace, tu vois. Ouais, encore, quoique, c'est bien parce que ça reste dans la tête, mais j'ai envie de te dire, même ces trucs, ils restent dans la tête, mais c'est pas forcément une bonne chose. Moi, il y a un truc, moi, j'arrive pas, François Ruffin, le facho, pas fâché. Non, fâché, pas facho, excuse-moi, tiens, j'en perds mes mots. Le fâché, pas facho, en fait, c'est une théorie qui légitimise, excuse-moi, qui légitimise le fait
d'être fâché et de ne pas assumer de voter pour un programme qui est facho. Donc, comme je suis énervé, je peux faire ce que je veux et je peux voter comme un facho. Je peux être raciste. Je peux soutenir des députés racistes. Je peux soutenir des discours de haine, anti-immigration, anti-humaniste. Je peux faire tout ce que je veux parce que je suis fâché. Non, on légitime pas le fait de voter pour un programme qui est anti-immigration, ça on a le droit, jusqu'à preuve du contraire. Mais de là à dire que moi, par exemple, enfant d'immigré, je ne suis qu'un Français de papier, oui, parce que c'est ce qu'ils pensent, hein. C'est les mots qu'ils utilisent. Le français de papier, on va destituer les binationaux, etc. On va leur enlever la nationalité française. Mais ça veut dire quoi? Il y a des catégories de Français. Donc en fait, tu légitimises ça en disant qu'il y a des fâchés, pas fachos, il y a des fâchés qui votent pour ça, mais en fait, ils sont juste fâchés. Donc ça a légitimé beaucoup de gens qui se sont cachés derrière ce slogan pour pour ne pas assumer en fait le fait de voter pour un programme qui est lui facho. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, il réagit aussi. Ça tombe bien la sortie de ce livre parce qu'il réagit aussi aux images capturées par le quotidien en manif. On va regarder, on commentera après, c'est des images de Jean-Luc Mélenchon. C'est ensuite la stratégie politique de LFI que Jean-Luc Mélenchon va décrypter aux militants. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique publique. Pour aller chercher ces gens-là, nos bases populaires, là il faut y aller nous. Personne d'autre ira et ça ne peut pas parler les autres. Donc, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il faut aller chercher les jeunes et les quartiers populaires. Le reste, on n'arrivera pas à les convaincre. Donc, ça, les fachos se sont jetés sur ces images en disant que, voilà, vous voyez, ils fracturent la société, etc. Moi, ce que j'en vois, c'est que ils parlent de base populaire, de quartiers populaires, et les quartiers populaires ne sont pas que dans les grandes villes. Les quartiers populaires, il y en a dans toutes les villes, les villes moyennes. Il y a des quartiers populaires dans des grandes métropoles, il y a des quartiers populaires dans des villes de 100 000 habitants, il y a des quartiers populaires dans des villes de 50 000 habitants, il y a même des quartiers populaires dans des villes de 20 000, 10 000 ou 5 000 habitants. Donc on voit bien là qu'en fait ça représente toute la France. Moi-même issu d'un quartier populaire en province, est-ce que je suis plus proche de la banlieue parisienne ou de la ruralité? Voilà. C'est des questions qu'on peut se poser. Donc, est-ce qu'il y a des fractures? Est-ce qu'il y a des oppositions entre la ruralité et les grandes métropoles? Moi, je ne pense pas. Quand il parle de quartier populaire, il parle de toutes les couches des quartiers populaires, des grandes villes et des tout petits bourgs, comme on dit. Il parle à tout le monde et il parle bien de milieu populaire. Et moi, ce que j'aime chez Mélenchon, c'est qu'il l'a dit, c'est les quartiers populaires et la jeunesse qui ont sauvé la République au mois de juin. S'il y a eu énormément de participation aux élections législatives, c'est grâce aux jeunes et aux quartiers populaires. C'est pas, c'est pas une insulte de le dire, c'est juste un constat. Le constat est que les quartiers populaires ont sauvé la République. Il faut arrêter de toujours opposer, et en fait, avec des discours et des slogans pareils, je pense qu'on oppose les quartiers populaires et la ruralité, alors que non, la France est une. Voilà.
Et les problématiques, en plus, dans ces milieux-là, souvent paupérisés, c'est des problématiques communes. L'accès aux services publics. On va prendre un exemple, les hôpitaux qui ferment dans les milieux ruraux et les centres médicaux qui ferment dans les quartiers populaires. Ça, c'est la même chose. Le transport, la mobilité, j'en ai noté quelques-unes. L'accès à l'emploi, la précarité économique, l'exclusion numérique, le sentiment d'abandon, c'est le même sentiment d'abandon. Les problèmes d'éducation, que ce soit les fermetures de classes dans les quartiers populaires ou les fermetures de classes dans les milieux ruraux. La stigmatisation. Les gens dans les quartiers populaires sont stigmatisés et les gens dans les campagnes sont aussi stigmatisés. L'accès au logement, c'est difficile aussi pour les deux. C'est pas la même, c'est pas on n'a pas les mêmes solutions pour les deux, mais en fait, quand on regroupe les problématiques, il y a une convergence des problématiques entre les quartiers populaires et les milieux ruraux. En fait, les problèmes sont les mêmes. Moi, je pense qu'il faut justement construire des ponts et pas bâtir des murs, comme on dit, entre la ruralité et les quartiers populaires. Il y a les mêmes problématiques en plus. Donc, il faut travailler sur ces problématiques-là. Et quand on aura travaillé sur ces problématiques-là, on se rendra compte qu'en fait, les gens dans les campagnes ne sont pas tous des ploucs racistes, les gens dans les quartiers ne sont pas tous des racailles, mais qu'il y a vraiment un besoin de retrouver des droits ensemble, et c'est souvent en plus les mêmes droits. Deuxième vidéo qu'on va analyser, c'est l'interview de Dominique de Villepin et le coup de gueule surtout sur France Inter avec Léa Salamé. Donc on va regarder. C'est sur la situation à Gaza. J'entends ça en permanence. Il n'y a pas que le ministère de la Santé du Hamas qui dit qu'il y a 40 000 morts. Il y en a vraisemblablement beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc de ce point de vue-là, ne donnons pas le sentiment que voilà, que ce serait un chiffre comme cela tronqué. Non, c'est malheureusement une réalité de tous les jours. À Gaza, les corps sont en morceaux, les cœurs sont en morceaux, les âmes sont en morceaux, les têtes sont en morceaux. Et l'idée de reconstruire tout cela, alors qu'il n'y a aucune perspective. Il faut quand même voir qu'Israël est en train de créer les conditions d'une réoccupation de Gaza. Que ce soit dans la ligne sud, que ce soit dans la ligne qui coupe au milieu, l'Israël a repris possession de Gaza. La création d'un périmètre autour. Gaza est complètement assiégée. Et donc, à un moment où la Cisjordanie elle-même est en train de se décomposer, on le voit dans le nord de la Cisjordanie et dans le sud de la Cisjordanie, nous sommes devant une véritable cocotte minute. En fait, Dominique de Villepin, il lance un coup de gueule sur le traitement médiatique. En fait, la France ne parle plus de ce sujet-là, alors que ça en devient très grave. On parle de plus de 40 000 morts directs. On voit que la colonisation, elle continue en Cisjordanie, que plus personne les arrête, et que même les mouvements populaires des habitants israéliens, des Israéliens, ne sont pas relayés. Pourtant, ils se sont opposés, ils sont allés dans la rue et ils ont manifesté. Et ce que dit Dominique de Villepin, c'est qu'il faut continuer à en parler, parce que c'est très important d'en parler, parce que c'est une cause humaine, au-delà d'être une cause de gauche, de droite, c'est une cause humaine. On ne peut pas ne pas être insensible à cette situation-là. Je reviens sur deux choses. La première chose, c'est quand Dominique de Villepin, là je suis pas d'accord avec lui, il prononce le mot guerre. Et je suis pas forcément d'accord avec le mot guerre, parce que la guerre, selon la définition je vais la trouver, selon la définition sur Wikipédia, hein, tout simplement, la guerre se définit comme un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués comme des États. Donc en fait, c'est un conflit entre plusieurs groupes politiques ou des États. Et là, pour ma part, c'est pas
forcément le cas. Parce que on voit que c'est une armée qui tire sur des civils. Et c'est pas une guerre, c'est ce qu'on appelle, chez nous on appelle ça une hagara. C'est une hagara. Voilà. Tout simplement, ce qui est en train de se passer, il faut le dénoncer. Il faut dénoncer ce qui se passe, comme de dire aussi, il faut libérer les otages. Il faut le dire. Mais ce que fait aujourd'hui le gouvernement ne va pas dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des soulèvements et des manifestations au début du mois. C'est pour cette raison-là. C'est parce que les Israéliens estiment que le gouvernement ne fait pas tout pour sauver les otages et pour que les otages soient libérés. Ils ne font rien, ils ne veulent ni négocier, ils tirent dans le tas, à l'aveugle, etc. Et c'est des choses contre lesquelles se sont soulevés les Israéliens. Et on va revenir sur le nombre de victimes, parce que certains disent 40 000, plus de 40 000, mais il s'avère que d'après la revue médicale britannique The Lancet, là c'est l'Instagram du Secours Pop, hein. Donc d'après le Secours Pop, d'après The Lancet, donc revue médicale britannique qui a été repris par le Secours Pop, la guerre à Gaza provoquera la mort de plus de 186 000 Palestiniens. Donc en fait, dans cette revue médicale, comme on peut le voir, il se base sur les morts directes et indirectes de ce conflit. Donc The Lancet, voilà, c'est écrit en anglais. Mon anglais est juste lamentable, donc j'aurais bien voulu vous le lire en anglais, mais on va rien comprendre. Et ce qui est dit, c'est que ce conflit qui dure depuis 10 mois, 11 mois, bientôt un an, je parle de Gaza, la guerre, enfin le conflit israélo-palestinien dans son ensemble, il a plus de 75 ans. Donc voilà. Donc le dernier épisode depuis l'attaque monstrueuse qui a eu lieu le 7 octobre, il y a eu une vengeance de l'État, du gouvernement israélien qui dure depuis des mois et des mois et qui est complètement disproportionné. Je tenais à le dire et je ne sais pas si on a le droit de le dire ou pas ici, mais en tout cas, moi je le dis.